mokili ya Congo, Congo molili esilie. Sikoyo tokotala se liboso, tokotala na nsima peo. Vous êtes au bon endroit, vous êtes sur Congo Liberty, le site d'actualité congolaise. Nous recevons aujourd'hui un habitué, monsieur Mawa Kiese, qui vient d'être élu délégué général des Assises nationales du Congo. Alors aujourd'hui, on l'invite pour qu'il nous parle de lui-même déjà, qu'on apprenne à le connaître, aussi qu'on parle des Assises nationales du Congo. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, certains disent que vous êtes le fruit du coup d'État au sein des assises contre le ministre Maleka, donc coup d'État qui aurait été ourdi par le vieux Ndoba, le vieux Tungamani, les Miayuku, les Ota. Est-ce que c'est le cas? En tout cas, je démente ceux qui pensent à un coup d'État que le problème des Assises nationales du Congo, il est ailleurs. Il est ailleurs. Il s'est fixé plutôt sur la ligne politique. C'est-à-dire que vous savez bien que les Assises nationales du Congo avaient été créées en 2014 avec une ligne politique précise, laquelle parlait donc de l'alternance politique. Et puis après l'alternance politique, il fallait un changement systémique au Congo. Et donc, les Assises nationales du Congo espéraient depuis leur création qu'il n'y aurait pas de changement de constitution et que les élections auraient bien lieu en 2016, c'est-à-dire qu'en juillet 2016, pour que l'alternance politique se fasse. Donc vous avez dû constater qu'en 2015, en octobre 2015, il y a eu changement de constitution. Et tout de suite après, en mars 2016, il y a eu ces élections anticipées. Dès cet instant, avec ces deux modalités, la ligne politique des assises était devenue caduque. Donc, il s'était installé en quelque sorte un chaos politique au sein des assises. D'accord. Alors, sur la ligne politique des assises, on va y revenir, mais on aimerait d'abord mieux vous connaître. En tout cas, nous, sur Congo Liberty, on vous connaît très bien. Vous êtes très active dans la diaspora militante congolaise. Comment pouvez-vous vous présenter pour mieux vous faire connaître? Je suis congolais. Donc je suis docteur en physique des solides, obtenu à l'université Paris-Sud Orsay en 1988, et j'ai une double casquette, donc celle d'enseignant-chercheur d'une part et celle d'entrepreneur. Et dans l'entrepreneuriat, actuellement, je suis éditeur. Alors, à la fin de ma formation, j'avais souhaité aller servir mon pays, et donc j'y suis allé et je l'ai fait. Je suis rentré au Congo en 1991. Et en 1991, j'ai été recruté vacataire à l'université Marien-Ngouabi. Et je suis resté vacataire jusqu'en 1998. Je ne sais pas pour quelles raisons les autorités, les collègues, le rectorat n'avaient jamais souhaité me recruter, alors qu'il y avait un manque criard de professeurs de physique, d'enseignants de physique, enseignants-chercheurs, je dirais. Et puis en plus, j'étais parmi quand même l'un des premiers à avoir obtenu cette thèse unique en physique des solides. Donc j'ai jamais compris. Mais à côté de cela, en revanche, étant donné que j'avais mon sens de l'entrepreneuriat et puis je m'intéressais aux nouvelles technologies, j'avais donc créé une société qui s'appelle Menes Service, dans laquelle s'effectuait une formation en informatique sous le label de l'Institut Time. Et cet institut, après, elle a muté, c'était devenu une école que j'appelais École supérieure des sciences appliquées. Voilà. Alors, on sait aussi que vous avez eu un parcours politique au Congo. Est-ce que vous pouvez en parler un tout petit peu? Je sais que vous avez été parlementaire entre 97 et 98, donc juste après le coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso.
Oui, ce qui est vrai, c'est que entre 1992 et 1998, j'étais resté attentif à la situation politique du pays. Compte tenu de mes activités éditoriales, puisque je faisais de l'édition, mes activités entrepreneuriales, et en plus aussi le fait que je fréquentais l'université en tant que vacataire, alors j'ai eu à rencontrer un certain nombre de personnes. Et ce qui a fait que lorsque la guerre de 1997 arrive, j'avoue que je suis un acteur important pendant cette guerre, parce que à côté du président Bernard Kolela qui avait créé ce qu'il appelait la médiation, nous, au sein de la société civile, avec les Clément Mirassa et d'autres personnes, nous animions aussi à Total ce que nous appelions la médiation de la société civile. Et je fais partie de ceux qui rédigeaient les principaux textes qui alarmaient l'opinion internationale sur les atrocités de cette guerre de 1997. Et nous avions même écrit un mémorandum qui demandait à ce que l'ONU puisse s'impliquer, à ce qu'il y ait une force d'intervention qui pouvait se placer entre les deux belligérants qui étaient donc à l'époque le président Pascal Lissouba et donc les rebelles Cobra, donc dirigés par le général Denis Sassou Nguesso. Alors, si vous me permettez, comment êtes-vous contacté pour entrer au Parlement donc de M. Denis Sassou Nguesso, puisqu'il n'y avait pas eu d'élection à ce que je sache? Comment s'étaient passées les choses et pourquoi avez-vous accepté d'être parlementaire de cette période-là? Eh bien, donc, après la guerre, en fait, comme j'étais entrepreneur, j'ai aussi, je me suis éloigné un peu de Brazzaville quand les combats étaient devenus atroces. J'ai été à Pointe-Noire et après je suis revenu. Il était question pour moi soit de revenir directement en France en 1997 ou de rester sur place. Or, il s'avère que beaucoup de gens avaient voyagé. Et lorsque s'amorce la victoire des forces des FDU, du général Sassou Nguesso, avec toutes les relations que j'avais au sein de Brazzaville, je suis invité à participer au forum de janvier 1998. Donc, le forum pour la paix. Pour la paix, ainsi de suite. J'ai participé. Et à l'occasion donc de ce forum, le général Denis Sassou Nguesso, il avait pris un engagement solennel, comme quoi il n'imposerait plus jamais une guerre civile aux Congolais. Donc, avec cet engagement, avec le climat qui régnait à cette époque-là, on s'est dit, effectivement, ce serait bien de s'engager dans la reconstruction du pays. C'était ça mon leitmotiv. Et donc, j'avais accepté la proposition qui m'avait été faite d'être membre du Parlement de transition. Et pourquoi vous en êtes parti? Ça c'est la bonne question. Vous êtes resté combien de temps déjà? Je suis resté je dirais 10 mois en fait. Parce que le Parlement de transition, c'est à la sortie du forum de janvier, le Parlement de transition commence pratiquement en février-mars. Et si j'en suis sorti justement, c'est parce que dès, je dirais, le mois de mars-avril 1998, les situations d'insécurité se sont de nouveau accrues, notamment dans la région de Poul. C'est-à-dire qu'on voyait des cobras qui allaient dans les villages, piller même les planches à pétrir le manioc, piller même les nattes, piller tout ce qui sert à la ruralité. Et on apprenait, j'avais mené aussi mes propres enquêtes, qu'il y avait des villages qu'on brûlait, il y avait des arbres fruitiers qu'on coupait. Et sur ce, moi, je me suis insurgé contre cette instabilité qui s'installait. À ce moment-là, j'ai fait une interpellation parlementaire, j'ai interpellé le gouvernement, que je ne comprenais pas. Comment se fait-il que le général Denis Sassou Nguesso avait déclaré au forum qu'il n'imposerait plus jamais de guerre au Congo, et pourquoi, donc, entre mars et décembre, je dirais novembre
1998, pourquoi l'instabilité, l'insécurité commençait à se déferler dans la région de Poul. J'ai fait cette interpellation. Et à l'issue de l'interpellation, il s'avère que l'interpellation intéressait le ministre de la Défense, qui était Sassou Nguesso lui-même. Et le jour J, même si le Parlement avait accepté mon mot d'interpellation, le jour J, c'est un ministre qui vient nous dire que, écoutez, monsieur, il est hors de question que nous puissions répondre à votre interpellation. On n'a pas de compte à vous rendre. Ça, c'est le gouvernement qui avait répondu ainsi. Et en répondant ainsi, j'étais devenu la bête noire du Parlement. Et donc, au niveau du Parlement de transition, vous savez bien que, donc, étant donné que j'étais considéré comme une bête noire, on m'avait même affublé de l'étiquette d'infiltré. C'est-à-dire que les membres du Parlement de transition, ainsi que les membres du PCT, me faisaient passer comme un espion qui travaillait pour le président Pascal Lissouba et le président Kolela qui se trouvaient en exil. Ce qui fait que lorsque la guerre de 1998 est arrivée, je me suis retrouvé en forêt, malgré ma qualité de parlementaire. Je me suis retrouvé en forêt, donc j'y ai végété. J'ai pu donc échapper à cette emprise de la forêt. Je suis allé en RDC, et de la RDC, je suis revenu en France. Et donc, de fait, j'avais démissionné du Parlement de transition parce que je ne pouvais plus accepter appartenir à un système qui, sur le terrain, faisait le contraire de ce qu'il disait, de ce qu'il proclamait. Et ensuite, tenez-vous bien, c'est que cette guerre de 98, lorsqu'elle commence, c'est dans un huis clos international complet. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Mais ce qui est grave, c'est que j'étais réfugié de guerre à Kinshasa, mais les Nations Unies, c'est-à-dire que le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui accueillait les réfugiés hutus-rwandais à Kinshasa pour les envoyer au Congo, refusait d'accepter les réfugiés congolais, soi-disant que à Genève, il n'y avait pas. Genève n'avait jamais déclaré qu'il y avait une guerre au Congo-Brazzaville. Donc les Congolais qui venaient à Kinshasa, il ne fallait pas reconnaître qu'ils étaient victimes de guerre. Et paradoxe, c'est que même les bombes venues de Brazzaville qui atterrissaient à Kinshasa faisaient des victimes à Kinshasa. Mais on ne reconnaissait pas l'état de guerre de Brazzaville. Donc voilà un peu ce qui a fait que je revienne en France et que je m'occupe d'autre chose. Voilà. Alors, on va donc, suite à votre speech, parler un peu de la ligne politique des Assises nationales du Congo. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu un schisme, hein, il y a eu les pro-dialogues et vous allez me contredire si ce n'est pas le cas. Vous faites partie de ceux qui aujourd'hui sont contre un éventuel dialogue avec M. Sassou Nguesso. Est-ce que pour vous-même, vous vous appuyez sur ce que vous avez vécu, c'est-à-dire que M. Sassou Nguesso, déjà à l'époque, n'avait pas respecté sa parole? Justement, c'est cela, effectivement, sa marque de fabrique. Sassou Nguesso ne respecte jamais aucune parole. Ça, il a prouvé depuis de très longue date. Il n'a jamais respecté de parole. Donc déjà en 98 et même maintenant. Et c'est à ce niveau-là que justement s'est forgée la nouvelle ligne politique des Assises nationales du Congo. Tenant compte du fait que la constitution de 2002 lui était taillée sur mesure, après sa transition flexible de 5 années, il a eu à faire 2 mandats de 7 ans. Donc pratiquement 14 ans plus 5 ans, on a là un mandat pratiquement de 19 ans. Donc on s'attendait à ce que M. Sassou Nguesso ne se présentasse même pas aux élections de 2016 et offre le témoin à un autre Congolais qui devait être candidat. Ça, il ne l'a pas fait. Mais peut-être que le monsieur a changé, on peut changer du jour au lendemain. Il y a son Premier ministre, Clément Mwamba, qui, en tout cas, parle du vivre ensemble. C'est un nouveau concept. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de nouveau de prendre langue avec les autorités de Brazzaville? Quand je dis vous, les Assises nationales du Congo, par exemple. Attendez. Ce qui fait le vivre ensemble, justement,
Mais le vivre ensemble, même dans un couple, il y a des règles. Mais la règle élémentaire du vivre ensemble, c'est laquelle? C'est la Constitution. C'est à partir du texte constitutionnel sacré, à partir de ce texte, que le président de la République prête serment. Et tout se passe à partir de ce texte. Mais dès lors que ce président-là viole le texte sacré qui est la Constitution, ben, il n'y a plus possibilité de vivre ensemble. Il n'y a plus possibilité de vivre ensemble. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, donc les assises ont dit ceci. Puisqu'il a violé la Constitution, puisqu'il a organisé des élections qu'il n'a même pas gagnées, ben, le régime de Sassou Nguesso est actuellement illégal et illégitime. Alors, une fois qu'on est contre le dialogue avec M. Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce que les assises nationales du Congo proposent aux Congolais? C'est quoi votre ligne politique? La ligne politique, comme je l'ai dit déjà, donc, il y a cette illégitimité et cette illégalité du régime de Brazzaville. Et premièrement, pour les assises nationales, il faut tout mettre en œuvre, politiquement parlant, mettre de notre côté tous les moyens politiques avec l'ensemble des partenaires de l'étranger qui croient en notre ligne politique pour le départ sans condition de M. Sassou Nguesso. Voilà, c'est de 1. M. Sassou Nguesso doit partir. Et une fois que M. Sassou Nguesso est parti, à ce moment-là, une frange assez large de l'opposition, sans le système de Sassou Nguesso, doit se retrouver pour étudier les modalités d'une transition politique qui dotera le pays de nouvelles institutions. Alors, là, on est, excusez-moi de dire ça dans le discours, oui. Monsieur Sassou Nguesso est là et bien là. Une fois qu'on dit qu'il n'est pas légitime, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous appelez les Congolais dans des actions de désobéissance civile, par exemple, ou est-ce que vous demandez tout simplement aux forces armées congolaises de prendre leurs responsabilités? Déjà, donc les forces armées congolaises, nous savons aujourd'hui que le pays est sous occupation étrangère. Il est sous occupation étrangère parce que M. Sassou Nguesso et son système et son clan s'est entouré d'une multitude de mercenaires. Il y a des mercenaires de tout acabit qui aujourd'hui opèrent au Congo-Brazzaville. Le dernier, vous le connaissez, c'est un mercenaire tchadien qui est venu avec un contingent de pas moins de 1000 miliciens tchadiens qui sont entrés d'opérer dans le pays. Donc là, je pense que le pays, dans le cadre de notre pays, nous rentrons dans le cadre d'un mouvement de libération nationale. Il faut qu'on puisse libérer le pays de cette tyrannie, de cette occupation, par tous les moyens politiques possibles. Alors, Monsieur Mawawa Kiese, délégué général des Assises nationales du Congo, mais à vous entendre parler, oui. C'est comme si vous êtes en train de nous dire que les forces armées congolaises ne sont pas sous la tutelle de M. Sassou Nguesso et que ça serait des étrangers qui sont en train de massacrer les Congolais. Est-ce que vous ne pouvez pas tout simplement nous dire qu'il y a un problème dans l'armée congolaise et que ces militaires-là sont à la vie et à la mort avec M. Denis Sassou Nguesso? Je pense que le problème de l'armée congolaise, il est entier. Hein. Il est entier. Donc c'est une structure, d'une part, majoritairement qui est à la solde donc, de M. Denis Sassou Nguesso. Mais il faut dire que parmi nos militaires, il y en a aussi qui sont des républicains. Il y en a nombreux qui n'acceptent pas cette occupation du pays par des franges étrangères. Par exemple, quand on voit tous ces miliciens qui ont été formés à Tchambicho, en réalité, ce que M. Sassou Nguesso a fait, c'est qu'à côté de l'armée nationale, il s'est créé une armée d'étrangers qui n'obéit qu'à lui. En revanche, nous savons qu'il y a des mécontentements dans l'armée nationale. Et il faudra bien qu'à un moment donné, que nos militaires prennent leurs responsabilités pour dire qu'on a quand même un pays à défendre, on a une nation à défendre. Lorsque on rentre dans le métier des armes, c'est pour servir son pays. Mais servir son pays, c'est quoi? Mais c'est défendre les frontières nationales, c'est défendre le peuple avec lequel vous vivez. Un militaire qui retourne ses armes contre ses propres populations, mais il n'y a rien de plus criminel que ça. Il n'y a rien de plus criminel.
Voilà. Mawawa Mawakese, délégué général des Assises nationales du Congo sur Congo Liberty. Alors, on va parler de l'opposition, puisque, à vous entendre, les Assises nationales du Congo font partie de l'opposition. Il y a M. Parfait Kolela qui propose une convention de l'opposition qui devra ratisser large. Mais déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pourrez, vous, faire partie de cette convention-là, en sachant que vous êtes une organisation installée à l'étranger? Oui, même si les assises sont installées à l'étranger, mais dans notre nouvelle phase, nous sommes en train de nous organiser pour être présents sur le terrain. Il ne faut pas que ceux qui sont venus à l'étranger malgré eux, parce que beaucoup de gens au pays pensent que c'est par complaisance que nous sommes à l'étranger. Mais non. Si nous sommes venus à l'étranger, c'est parce que, justement, au Congo-Brazzaville, le système ne nous permettait pas de vivre. Moi qui vous parle, par exemple, j'avais dit non au système Sassou depuis 1999. 1999. Or, certains découvrent la félonie du système Sassou seulement récemment, de 2015-2016. Donc, nous tenons à dire que les assises vont être présentes au pays. Maintenant, s'agissant de l'opposition intérieure, mais c'est simple, nous avons une ligne politique. Et nous allons rentrer en contact avec l'IDC FOCAD. Et ce qui est bien, c'est que actuellement, dans la nouvelle composition des assises, nous avons un membre de l'IDC FOCAD qui est membre d'honneur. Donc je parle ici du ministre Ouabari. Le ministre Ouabari est membre d'honneur des Assises nationales du Congo. Donc nous verrons comment rentrer en contact avec l'IDC FOCAD pour voir comment dynamiser la lutte. Alors, moi je souhaite quand même qu'on revienne sur les propositions de M. Parfait Kolela, puisqu'aujourd'hui c'est l'actualité politique congolaise. Oui. Dans les propositions donc, de M. Parfait Kolela, moi j'ai retenu deux choses. Le fait que M. Kolela parle de dialogue, et vous, au sein des assises, en tout cas, la ligne majoritaire au sein des assises, c'est non au dialogue avec M. Sassou Nguesso. Ensuite, M. Kolela parle quand même d'un dialogue qui prendrait aussi en compte la gouvernance électorale. Alors, est-ce que M. Kolela parle des élections législatives à venir, en sachant que l'élection présidentielle est passée et qu'on est dans une crise post-électorale? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour nous, au sein des Assises nationales du Congo, on ne peut même pas parler de crise post-électorale parce que, déjà, Sassou Nguesso joue sur une constitution que les Congolais n'ont pas votée. Et comment diable on peut accepter un texte constitutionnel, un texte justement qui devrait garantir le vivre ensemble, mais un texte dans lequel il y a déjà un virus, il y a déjà un poison. L'article 87 de ce texte constitutionnel, qu'est-ce qu'il dit? Que le président de la République ne peut pas être poursuivi, même s'il commet des crimes de sang, des crimes économiques, tout ce qu'il peut faire avec cette constitution, personne ne doit le poursuivre. Donc, dès cet instant, on ne peut pas dialoguer avec ce monsieur qui pense que donner la mort, c'est constitutionnel. Donner la mort, c'est légal. Donner la mort, c'est normal. C'est ça que dit la Constitution de Sassou Nguesso. Donc vous êtes en contradiction avec on est en contradiction flagrante avec cette Constitution que nous rejetons au sein des assises. Nous la rejetons. Mais... Donc, de ce fait, dialoguer avec Sassou Nguesso, ce serait comme si on trahissait notre ligne de conduite. Donc, les partisans de ce dialogue, les partisans qui acceptent qu'ils iront à des élections avec une Constitution pareille, ça veut dire qu'ils cautionnent les bombardements justement qui se font dans le pool. Alors, pour revenir et pour être clair, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la proposition que fait Monsieur Parfait Kolela, après ça reste une proposition, ça fait que vous ne serez jamais, en tout cas vous ne pourrez pas faire partie de ce groupement politique-là. Mais pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est la chose suivante. Les Assises nationales du Congo viennent de se restructurer sur la base d'une nouvelle ligne politique que je viens de décliner ici. Ça, c'est de 1. De 2, actuellement au sein des Assises nationales du Congo, nous avons ce qu'on nomme un directoire. Vous voyez bien, un directoire. Donc, on a changé de mode de gouvernance. Nous sommes passés d'un coordonnateur jacobien qui avait tous les pouvoirs à lui tout seul à un directoire. Et un directoire suppose qu'il y a un collège. Donc, c'est un directoire de 15 personnes. Donc, il y a un collège qui se réunit, qui discute pour savoir quelle est la ligne que nous devons tenir. Donc, nous n'avons pas encore reçu une correspondance de M. Kolela, parfait.
par rapport à ce qu'il veut faire. Et nous non plus, on n'a pas encore adressé des correspondances à toutes les plateformes de l'opposition qui existent sur place. Alors, donc je pense que ça va se faire et on verra coup par coup qu'est-ce qu'il faudra faire avec l'opposition qui est sur place. Alors, M. Kolela a fait des propositions, elles sont publiques. Moi, vous allez me permettre, vous les rappeler. Quand M. Kolela parle de gouvernance électorale aujourd'hui, Oui. est-ce que ce n'est pas cautionner les résultats des élections présidentielles qui se sont tenues le 20 mars ou le 25 mars de mémoire dernier? Oui, les élections ont eu lieu le 20 mars 2016. Voilà. Est-ce que, voilà, c'est pas cautionner tout simplement, en tout cas prendre acte de cette élection que vous dites, vous, illégale de M. Denis Sassou Nguesso, où M. Kolela ne se projette pas plutôt dans des élections législatives? Ben, y a une chose, ce que nous savons des élections du 20 mars, c'est que il y a eu 2 candidats qui sont venus en tête, qui sont donc, je ne sais pas dans quel ordre exactement, mais il y a eu M. Parfait Kolela et le général Jean-Marie Michel Mokoko qui sont venus en tête, d'après les résultats de la commission technique électorale de l'opposition. Ça, nous le savons. Et qu'il y a eu un hold-up électoral qui a fait que Sassou Nguesso renverse les chiffres pour qu'il s'autoproclame président. Donc, là-dessus, nous savons aussi que le fichier électoral n'est pas correct. Donc, parler de gouvernance électorale, je reviens toujours au texte sacré qui fonde la République, la Constitution. On ne peut pas parler de gouvernance électorale avec ce texte constitutionnel. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver seul? Vous avez M. Tsatsi Mabiala qui a pris acte de l'élection de M. Sassou Nguesso, qui appelle au dialogue et qui a dit clairement vouloir participer aux élections législatives. Vous n'êtes pas, si on s'en tient aux propositions de M. Parfait Kolela, sur la même longueur d'onde, même si, comme vous dites, vous n'avez pas encore discuté sur des questions de fond, il y a un risque que vous vous retrouvez seul quand même. Ce risque-là, on en a besoin. Hein. Vous savez, en 1998-99, quand j'avais dit non à Sassou Nguesso, je m'étais effectivement retrouvé seul là. Quand j'ai dit non à Sassou Nguesso, que je me suis retrouvé en France, les gens ont dit mais il n'a pas les couilles bien suspendues, mais pourquoi il a fait la politique? Je disais aux gens, mais le système qui dirige le Congo-Brazzaville est un système qui tue, est un système j'avais même prononcé un mot fort, de décivilisation. Les gens ne croyaient pas. Il a fallu combien d'années? Il a fallu 15 ans pour que les gens se rendent compte que même ceux qui l'ont accompagné pendant toute cette période de 1998 à 2015 se disent finalement que le problème du Congo, c'est lui. Le problème du Congo, c'est lui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache quelle est la cible. Est-ce que la cible, est-ce que le but, ce sont nos carrières personnelles individuelles? À ce moment-là, si ce sont seulement nos carrières individuelles, on peut aller travailler avec M. Sassou Nguesso, on peut aller travailler avec M. Clément Mwamba. Mais il faut qu'on pense au peuple. Il faut qu'on pense au peuple. Mawa Kessé, délégué général des Assises nationales du Congo sur Congo Liberty. Alors on va en venir à l'actualité. Dans le pool, il y a des contingents de militaires qui se sont de nouveau déployés dans la région du Poul. On a même parlé de la cache du pasteur Ntoumi qui avait été localisé, donc c'était pour faire un assaut final. Je sais aussi que vous aviez, en tout cas organisé lors des premiers bombardements dans le Poul, vous avez organisé une espèce d'œuvre sociale dedans. Où est-ce que vous en êtes et est-ce que vous avez aujourd'hui des informations sur la situation dans le Poul? Bon, la situation dans le Poul, malheureusement, elle est très critique. C'est une situation d'extermination des populations civiles désarmées. Et elle se passe en fait en plusieurs phases. Hein. C'est-à-dire qu'actuellement, lorsque ça avait commencé, lorsque le gouvernement avait usé comme prétexte les miliciens de Siloulou qui avaient brûlé les commissariats de Brazzaville Sud et les mairies, ce n'était là qu'un prétexte. En fait, Sassou Nguesso veut détourner l'attention des Congolais, l'attention du monde entier sur la situation politique de hold-up électoral qu'il a créé. Et voilà pourquoi il a pris ce prétexte d'aller de nouveau achever ce génocide qu'il avait commencé dans la région du Poul.
Alors, comment ça s'opère ce génocide? C'est très simple. Il envoie des mercenaires, accompagnés bien sûr de quelques militaires qui lui sont très fidèles. Et lorsqu'ils arrivent donc, dans les villages, ben, ils brûlent les villages, ils coupent les arbres fruitiers. Et les populations s'enfuient dans les forêts. Et souvent, ceux qui restent, ce sont parfois les femmes, les enfants en bas âge, mais généralement les hommes, quand on les trouve sur place, on les exécute. Et pour éviter d'être exécutés, ben, nombreux s'enfuient dans les forêts. Donc, quand ça avait commencé vers le 4 avril, pratiquement tous les villages qui vont de Sumuna jusqu'à Kinkala, on avait dénombré qu'il y avait environ 2000 personnes, 3000 personnes qui étaient rentrées en forêt. Parce que si on compte au moins un certain nombre de villages dans lesquels vivaient des familles, il y avait environ déjà 2000 personnes qui avaient pratiquement disparu dans les contrées de Kinkala. Et au jour d'aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec tous ceux qui rentrent en forêt, puisque les photos on les a, je sais qu'il se passe au Congo-Brazzaville une hécatombe, un pogrom, pour lequel je pense et je continue d'attirer l'attention de la communauté internationale qui ne nous disent pas à l'avenir, qui ne savaient pas ce qui était en train de se faire au Congo. Alors, pour revenir à la situation du pool, est-ce que finalement en tout cas la situation du pool n'est pas le reflet de ce qu'est devenu le Congo-Brazzaville d'aujourd'hui, c'est-à-dire un clivage nord-sud où Sassou Nguesso, président du Nord, est en train d'exterminer les populations du pool, donc du sud du pays? Bon, nous disons ceci. Vous savez qu'auprès de Sassou Nguesso, même si Sassou Nguesso se sert de son clan, de son propre clan, de ses parents proches pour diriger, mais il dirige avec toute la République. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, j'avais démissionné du Parlement de transition en 1999. Mais qui j'avais comme président du Parlement? C'est M. Justin Koumba. Est-ce que M. Justin Koumba est du Nord? Il est bien du Sud. Même les pays du Niari, dans lesquels il appartient, avaient subi cette guerre de décembre 1998. Et aujourd'hui, qui est le Premier ministre pendant que Sassou Nguesso bombarde le pool? C'est M. Clément Mwamba. M. Clément Mwamba, à ma connaissance, il n'est pas du Nord. Donc, en fait, c'est ça le spectre de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, dans son idéologie, depuis les années 1977, a voulu faire comprendre aux Congolais qu'il y avait un clivage nord-sud, ce qui n'est pas le cas. Le clivage nord-sud, c'est son idéologie, c'est son fonds de commerce qu'il a créé, qu'il a perpétré pour induire les Congolais en erreur. Mais quand vous allez dans les cités, quand vous allez à Brazzaville, mais les Congolais du Nord et du Sud se marient entre eux. Même si aujourd'hui, le clivage est patent sur le plan économique, même si au sein de la fonction publique, au sein des entreprises, il y a une discrimination qui frappe les populations du Sud. Alors, Mawa Kiese sur Congo Liberty, puisqu'on parle du clivage nord-sud, moi, il y a quelque chose qui m'a quand même un peu étonné, c'est qu'au sein des Assises nationales du Congo, en dehors du vieux William Ota, qui est de la région de la Cuvette, tout le monde est du sud du pays. Est-ce que le fait que M. Maleka soit parti, qui était de l'extrême nord du pays, a fait qu'il est parti, en tout cas que des ressortissants congolais originaires du nord du pays l'ont mal pris, n'ont plus adhéré à la ligne politique des assises, parce que quand je regarde moi le directoire des assises, excusez-moi, mais il n'y a que des sudistes. Bon, il y a une chose aussi qu'il faut relever justement dans ce que vous dites. Hein. Et des Batéké, on va dire ça comme ça. Donc, le centre, le sud, mais de l'extrême nord du pays, en tout cas du nord, il n'y a que le vieux William Ota. Ça pose quand même un problème. Ça ne pose pas du tout de problème. Je vais vous dire pourquoi. Je pars toujours de mon exemple, hein, parce que j'ai quand même vécu une riche expérience au Congo-Brazzaville. Alors, la majorité des cadres que vous trouvez ici dans la diaspora sont constitués généralement des gens du Sud. Moi, dans mon cas d'espèce, par exemple, tous les amis avec lesquels j'ai étudié, je suis quand même un enfant de Wenze, j'ai étudié à Ngampo Lilou, c'est-à-dire qui était à l'époque collège Père-Pierre, je suis allé au lycée Chaminade, mais tous mes amis issus des régions nord du pays, qui ont eu les mêmes diplômes que moi, les mêmes formations que moi, ont tous eu du travail parce qu'ils avaient des parents dans l'administration publique.
Ce qui fait qu'ils sont restés au pays. C'est-à-dire que ceux de ma génération qui sont du Nord, qui ont les mêmes compétences que moi, sont au pays, ils sont embauchés par l'administration publique. Ce qui fait que nous autres, qui avons été délaissés par l'administration, nous sommes revenus en Europe. Ce qui fait qu'on se retrouve une majorité. Mais ce n'est pas parce que nous menons la lutte de manière majoritaire qu'on discrimine les autres. Non, pas du tout. Tout le monde a sa place au sein des assises. Et c'est même grâce d'ailleurs à la présence, à la dynamique du doyen Ota qu'on a pu relever justement les assises. Est-ce que Jean-Luc Maleka est toujours au sein des Assises nationales du Congo? Jean-Luc Maleka, le ministre Jean-Luc Maleka est toujours membre des assises. Il a simplement, au cours, je pense, d'une allocution, il a simplement dit qu'il prenait congé de son poste de coordonnateur. Et vous savez bien que lorsqu'il a pris congé du poste de coordonnateur, ça correspondait justement au moment où, à la période où les assises nationales réfléchissaient sur la ligne politique, où les assises nationales réfléchissaient sur comment réorganiser les assises nationales du Congo. Je vous donnerai un exemple. Le doyen Ndoba, lui aussi, dès 2015, il avait démissionné de son poste de chef de pôle. Mawawa Mawakese sur Congo Liberty. Alors, le Congo, Brazzaville, notre pays, est au sein d'une sous-région en grande turbulence. On a la RDC avec le mandat de Joseph Kabila qui s'achève. On a la situation au Gabon. Dans quelques heures, on va avoir les résultats donc du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle de ce pays, donc le Gabon, pays frère et voisin. Ça risque d'exploser dans la sous-région. Quelle est votre analyse de la situation? Est-ce que la situation dans ces pays frères sont identiques à celle du Congo? Non seulement ils sont identiques, mais il semblerait que il y a une intelligence maligne qui est au cœur de toutes ces situations. C'est toujours le général Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui a d'abord aidé Nkurunziza au Burundi de se maintenir au pouvoir alors que Nkurunziza était prêt de partir. Donc il est en train de manœuvrer aussi en RDC pour permettre à Kabila de tricher comme lui l'a fait, de telle sorte qu'on ne s'occupe pas de lui. En fait, actuellement, le Congo-Brazzaville, notre pays, est devenu même un danger pour la sous-région. Pour preuve, parce qu'il y a là un personnage qui est là depuis plus de 40 ans, pratiquement un demi-siècle au pouvoir, et donc il a développé cette félonie pour, si vous voulez, pour induire les autres en erreur. Et donc, le Gabon également, c'est aussi un grand problème, mais le Gabon, on sait aussi que là-bas, le président Sassou Nguesso, il a des ramifications au Gabon. Donc, quelque part aussi, on sait qu'il tire les marrons du feu. Voilà. Alors, comment expliquez-vous que la France a clairement pris position, en tout cas au Gabon, on va dire pour la démocratie, a pris position sur les meurtres qu'il y a eu au Gabon suite au contentieux électoral, et non au Congo? Comment l'expliquez-vous? Ça, effectivement, c'est une très grande surprise. Nous sommes surpris de constater, effectivement, je vais vous faire d'abord une révélation. Est-ce que vous savez que en 1998, c'est 6 mois après le discours du président français à Luanda que les massacres du Poul avaient commencé? Curieusement, lorsqu'au mois d'octobre, le président Hollande a dit que Sassou Nguesso pouvait consulter son peuple, c'était son droit, et qu'il y a eu la conscience, 6 mois après, au mois d'avril, il y a eu cette hécatombe, ce génocide du Poul qui continue. C'est-à-dire que ces assassinats en masse. Donc, quelque part, il me semble qu'il y ait un deal caché entre les autorités politiques françaises et M. Denis Sassou Nguesso. On suppose, on émet cette hypothèse, parce que quand on fait les analyses rigoureuses, on aboutit à ça. Parce que ce discours, j'avoue, du président français récemment à New York sur la RDC, nous l'avons senti comme un camouflet. C'est comme si le Congo-Brazzaville n'existait pas en tant que nation. Est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait que donc ces puissances internationales-là se rendent compte que les hommes politiques congolais, en particulier ceux de l'opposition, ou sont des trancheuses du système, ou ne sont pas du tout à la hauteur? Il faut dire qu'aujourd'hui c'est le chaos quand on voit les forces dites d'opposition congolaises. Être à la hauteur, à ce moment-là, vraiment, M. Mingwa, vous pensez que les Congolais méritent donc la présence de Sassou Nguesso.
Donc les Congolais mériteraient donc, Sassou Nguesso serait le meilleur parce que c'est lui qui sait, je sais pas, gérer les Congolais par les meurtres, ainsi de suite. On est dans des hypothèses pour comprendre la position française parce que, en tout cas, moi je le constate et je le dis clairement, c'est un peu l'armée mexicaine, hein, l'opposition congolaise. On a M. Parfait Kolela qui, on ne sait pas s'il a démissionné de l'IDC ou pas, en tout cas c'est présenté comme ça au sein de l'IDC. On a Tsatsi Mabiala qui est parti du FROCAD. Voilà. Comment voulez-vous qu'on soutienne une opposition comme ça à l'étranger? Non, mais moi je pense que nous sommes dans une phase de recomposition de l'opposition et que là-dessus, hein, peut-être que ce seront les assises nationales du Congo qui vont se mettre en branle pour donner une nouvelle ligne d'impulsion, simplement. Mais moi je ne crois pas que l'opposition n'est pas à la hauteur, si vous voulez, de diriger ce pays. Vous n'avez qu'à voir au sein des assises nationales du Congo tous les cadres que recèle le directoire et recèle parmi les membres d'honneur tout ce que nous avons comme potentialité. Non, ce ne sont pas les cadres qui manquent. Ce ne sont pas les cadres qui manquent. Il y a des cadres dans l'opposition qui peuvent valablement remplacer M. Denis Sassou Nguesso. Sauf qu'il a créé un système chaotique de telle sorte qu'il a fait rentrer les armées étrangères dans le pays et puis il embastit le pays entier. Mais il y aura bien un jour où ça va sauter. On a quand même l'impression aussi que l'opposition congolaise ne soutient pas suffisamment, en tout cas ne milite pas pour la libération des prisonniers politiques. Hein. Le cas emblématique, c'est celui du général Mokoko, mais il y a Paulin Makaya, il y a beaucoup de prisonniers politiques aujourd'hui au Congo. Est-ce que les assises nationales du Congo mènent des actions à ce sujet? Ah, mais bien sûr, quand même. Mais nous avons eu le 31 juillet 2016, la motion Limbongo Ngoka. C'est-à-dire que je pense qu'on avait les assises nationales du Congo en pleine restructuration, avaient pris cette motion pour la libération des prisonniers politiques. Et là, je sors d'une conférence de presse faite par M. Ouabari, qui va dans le même sens, qui dit qu'il faut libérer les prisonniers d'opinion politique. Et Dieu se le sait, actuellement, j'ai avec moi une liste de plus de 100 prisonniers dans les prisons. Sans compter donc les prisonniers emblématiques comme Mokoko, comme Jean Gwabi, Limbongo Ngoka, Modeste Boukadia, Paulin Makaya. Mais tous les jours qui passent, nous ne cessons de travailler pour voir. Mawawa Mawakese sur Congo Liberty. Alors, le Congo-Brazzaville, notre pays, est au sein d'une sous-région en grande turbulence. On a la RDC avec le mandat de Joseph Kabila qui s'achève. On a la situation au Gabon. Dans quelques heures, on va avoir les résultats donc, du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle de ce pays, donc le Gabon, pays frère et voisin. Ça risque d'exploser dans la sous-région. Quelle est votre analyse de la situation? Est-ce que la situation dans ces pays frères sont identiques à celle du Congo? Ben, non seulement ils sont identiques, mais il semblerait que il y a une intelligence maligne qui est au cœur de toutes ces situations. C'est toujours le général Denis Sassou Nguesso. C'est lui qui a d'abord aidé Nkurunziza au Burundi de se maintenir au pouvoir, alors que Nkurunziza était prêt de partir. Donc, il est en train de manœuvrer aussi en RDC pour permettre à Kabila de tricher comme lui l'a fait, de telle sorte qu'on ne s'occupe pas de lui. En fait, actuellement, le Congo-Brazzaville, notre pays, est devenu même un danger pour la sous-région. Pour preuve, parce qu'il y a là un personnage qui est là depuis plus de 40 ans, pratiquement un demi-siècle au pouvoir, et donc il a développé cette félonie pour, si vous voulez, pour induire les autres en erreur. Et donc, le Gabon également, c'est aussi un grand problème, mais le Gabon, on sait aussi que là-bas, le président Sassou Nguesso, il a des ramifications au Gabon. Donc, quelque part aussi, on sait qu'il tire les marrons du feu. Voilà. Alors, comment expliquez-vous que la France a clairement pris position, en tout cas au Gabon, on va dire pour la démocratie, a pris position sur les meurtres qu'il y a eu au Gabon suite au contentieux électoral, et non au Congo? Comment l'expliquez-vous? Ça, effectivement, c'est une très grande surprise.
nous sommes surpris de constater, effectivement, je vais vous faire d'abord une révélation. Est-ce que vous savez que en 1998, c'est 6 mois après le discours du président français à Luanda que les massacres du Poul avaient commencé. Curieusement, lorsqu'au mois d'octobre, le président Hollande a dit que Sassou Nguesso pouvait consulter son peuple, c'était son droit, et qu'il a eu la conscience, 6 mois après, au mois d'avril, il y a eu cette hécatombe, ce génocide du Poul qui continue. C'est-à-dire que ces assassinats en masse. Donc, quelque part, il me semble qu'il y ait un deal caché entre les autorités politiques françaises et M. Denis Sassou Nguesso. On suppose, on émet cette hypothèse parce que quand on fait les analyses rigoureuses, on aboutit à ça. Parce que ce discours, j'avoue, du président français récemment à New York sur la RDC, nous l'avons senti comme un camouflet. C'est comme si le Congo-Brazzaville n'existait pas en tant que nation. On a quand même l'impression aussi que l'opposition congolaise ne soutient pas suffisamment, en tout cas ne milite pas pour la libération des prisonniers politiques. Le cas emblématique, c'est celui du général Mokoko, mais il y a Paulin Makaya, il y a beaucoup de prisonniers politiques aujourd'hui au Congo. Est-ce que les Assises nationales du Congo mènent des actions à ce sujet? Ah, mais bien sûr, quand même. Mais nous avons eu le 31 juillet 2016 la motion Limbongo Ngoka. C'est-à-dire que je pense qu'on avait les Assises nationales du Congo en pleine restructuration, avaient pris cette motion pour la libération des prisonniers politiques. Et là, je sors d'une conférence de presse faite par M. Ouabari, qui va dans le même sens, qui dit qu'il faut libérer les prisonniers d'opinion politique. Et Dieu seul sait, actuellement, j'ai avec moi une liste de plus de 100 prisonniers dans les prisons. Sans compter donc les prisonniers emblématiques comme Mokoko, comme Jean Gwabi, Limbongo Ngoka, Modeste Boukadia, Paulin Makaya. Mais tous les jours qui passent, nous ne cessons de travailler pour voir comment faire pour qu'on puisse libérer ces prisonniers d'opinion. Et actuellement, vous avez d'autres compatriotes qui ont même déposé une plainte contre M. Denis Sassou Nguesso. Donc je pense qu'il y a une recomposition de l'opposition qui est en train de se faire et on aura des résultats sous peu. Mao Mawakiese, délégué général des Assises nationales du Congo, vous savez que vous êtes le bienvenu sur Congo Liberty, vous-même ainsi que tous les membres des Assises nationales du Congo. Les débats avec vous sont toujours intéressants, passionnés parce que vous l'êtes, mais nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Si dernier mot il y a à dire, c'est mon regard part sur toutes ces populations congolaises qui souffrent. Les Assises nationales du Congo veulent entreprendre le combat pour une libération du pays. La lutte politique est un sacerdoce. On ne va pas en politique pour sa carrière personnelle, mais on va en politique pour servir le peuple. Donc, nous nous engageons au sein des Assises avec notre nouvelle ligne politique pour renverser le système dictatorial qui gouverne le Congo. Nous devons renverser la dictature avec l'aide de tous les partenaires qui pensent qu'il faut un changement systémique au Congo. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que, en dehors de l'intervalle de 5 années du président Pascal Lissouba, que Sassou Nguesso est au pouvoir quand même depuis 1969. Donc ça fait pratiquement plus de 50 ans. On lui attribue 33 ans, mais c'est insignifiant 33 ans. Il est là, avec le président Marien Ngouabi au pouvoir dès 1968-69. Donc sachez-le bien que le problème du Congo-Brazzaville, c'est Sassou Nguesso. Il faut qu'on renouvelle le système qui gouverne le Congo-Brazzaville pour que les jeunes générations congolaises puissent avoir du travail, puissent vivre dans un pays libéré, dans un pays qui donnerait les mêmes chances de réussite à tous ses fils. Voilà un peu ce que nous prenons aujourd'hui aux Assises nationales du Congo. Je souhaite que tous nos frères qui luttent pour la libération du pays rejoignent les Assises nationales du Congo pour qu'ensemble, au sein de la plateforme, qu'on puisse unir nos forces avec ceux qui luttent sur place
D'ailleurs, j'ai brillamment apprécié le discours que Mme Mounari a tenu pour le FOCAD, pour dire que vraiment, au jour d'aujourd'hui, nous nous engageons pour une nouvelle phase de la libération nationale et le pays, un pays, ça se libère. On n'a qu'un seul pays au monde et ce pays, c'est le Congo. Il faut le libérer de la dictature. En vous remerciant, M. Marawa Kesse, délégué général des Assises nationales du Congo, je vous souhaite une bonne continuation, bonne chance dans la lourde tâche qui est la vôtre aujourd'hui. À très bientôt.